tu détruis un peu les normes et les standards. Quand tu as commencé ta première entreprise, Aeva, oui. Comment est-ce que tu voyais l'entrepreneuriat d'un point de vue externe? Tu as commencé à te lancer, je pense, à début trentaine? 33 ans, oui. Oui, c'est ça, 33 ans. En général, on entend souvent des histoires de un jeune entrepreneur qui a comme 14-16 ans, il vend de la limonade, etc. Dans ton cas, ça a été un peu plus late. Quand est-ce que tu as décidé de faire le saut à temps plein là-dedans? Ben écoute, j'étais late pour plonger, mais l'affaire, c'est que je voulais me lancer, moi, à partir de l'âge de 5 ans. Okay. J'avais pas le courage, j'avais pas le guts, j'avais pas la meilleure idée du siècle, parce que ça prend l'idée pour plonger, là. Mais je pensais que je l'avais pas. Je disais, hey, ça prend... Non, parce que mon seul but d'être en affaires, là, ça a changé au fil du temps, mais mon premier but, je voulais être riche à craquer, là. Oh ouais. Non, mais autant, moi j'ai été sauvé que TikTok n'existe pas. Il n'existait pas dans ce temps-là parce que j'ai rembarqué dans le stéréotype des gens qu'on voit puis ça a l'air facile puis l'argent leur coule à flot. Parce que je venais d'une famille pauvre. Puis je regardais comment mon père faisait ses fins de mois, il ne nous le disait pas. Mais je voyais bien qu'il pleurait puis il essayait de faire de gérer ses factures. Puis je me dis, c'est pas le style de vie que je veux, ça. Mm-hmm. Je veux avoir la liberté. Bon, je me suis rendu compte que la liberté, on ne l'a pas. On devient le boss de nos clients. Nos clients deviennent nos boss. Ouais. Mais tu sais, c'est à 33 ans. Pourquoi? Parce que là, ma blonde est enceinte. Je viens de m'acheter une maison et mon horloge biologique entrepreneuriale, ça cliquait dans la tête en me disant, hey, là, si elle accouche, puis je suis pas encore en affaires, c'est fini. Ouais. Je me lancerai jamais. Fait que là, oublie les grandes idées, là. Là, tout à coup, mon cerveau s'est mis à en trouver. J'étais pas tout seul, j'étais avec Georges Caram. On a commencé à parler, puis on a dit, on fait un voice portal, on va utiliser la voix pour aller sur le net. Mais ça, c'était quand même fou, parce que quand je lis le livre, tu sais, les médias te pointent d'une certaine façon, puis là, c'était plus, bon, la personne du terroir qui vend des produits et tout, mais en général, à la base, c'était vraiment un gars hyper techno, là. Oui. C'était quand même... vraiment novateur. Tu relis ça avec du recul, c'est dans les années 80-90, les débuts. Mais dans le fond, c'était comme un Siri que vous essayez de mettre en place. C'est à téléphone, tu dis hey, commande-moi, ou tu vas sur tel site web puis commande-moi tel truc. Mais en gros, c'est ça que vous essayez de c'est ça qu'on faisait, puis c'est pas juste ça, c'était carrément ça, sauf que il y avait pas de téléphone intelligent, fait que t'appelles un numéro. Fait que t'appelais le 448-28-4855 ou 2855. C'est pas important pour le 2 ou le 4, là. Mais t'appelais là, puis là, c'est disait bonjour, ici Alice, qui était notre amie grecque, qui avait une voix là, fantastique. Kiki, qu'elle s'appelait, c'est son vrai nom. Et c'est elle, on l'avait appelée Alice pour les besoins de la cause, puis on avait 8 services. Tu voulais savoir à quelle heure un vol partait, t'appelais. Les codes de la bourse, on les avait toutes. Tout était là, c'était vraiment hyper avancé. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas plus tard qu'hier, on essaie de booker un voyage en ligne avec Air Canada, puis on parlait avec la reconnaissance de la parole, puis ça marchait jamais. Fait qu'on est 22 ans plus tard. Et encore, regarde, Alexa vient de mettre 10 000 personnes dehors parce que ça marche pas. La voix, on n'est pas habitué, puis on pense qu'il faut commencer à parler bonjour, puis c'est pas naturel parler encore qu'une machine, puis les investissements n'ont pas suivi au cours des années. Mm-hmm. Donc, c'était ça qu'on a fait. Ça n'a pas marché. Et on a bien fait d'arrêter parce que des fois, si on va persévérer ou s'acharner, bien là, on le voyait bien qu'au point de vue marketing, il aurait fallu s'acharner pour mettre tellement d'argent. Puis regarde, 22 ans plus tard, la technologie est là, elle est reconnue, mais les gens ne l'utilisent pas. Donc, il fallait abandonner ça. Mais là, le rêve entrepreneurial vient de prendre une débarque parce que là, on n'a pas une scène. On fait quoi maintenant, là? Sur un échec? Ben, je suis sur un échec. Puis, je fais comme, OK, mais là, moi, je retourne pas travailler pour quelqu'un, là. Hey, depuis l'âge de 5 ans que je dis que je vais être mon propre boss, parce qu'avant, là, maintenant, on dit entrepreneur, tu sais. Le mindset entrepreneurial, on a tous des beaux mots, mais c'était pas de même dans le temps, là. C'est le boss. J'ai une question pour toi qui était pas forcément prévue, mais vu que tu en parles, on en jasait hier avec Hubert. Partir un projet. Oui. À quel moment, avec ton expérience, toi, tu t'es dit, ça, c'est de l'entêtement. C'est hier ou ce matin qu'on s'en a hier. Yeah. Ça, c'est de l'entêtement parce que ce projet-là marche pas. Oui. Ou là, j'abandonne. Ou c'est de la persévérance. À quel moment tu t'es dit, OK, faut que je continue parce que je suis sur un bon filon. Ou non, c'est juste moi dans ma tête que je m'entête alors que ça marchera jamais. Ben, écoute, on peut regarder, mettons, la meilleure lien pour comprendre. Soit que tu regardes, mettons, tu es actif sur Facebook. Tu fais le même genre de statut, tu as un like. À un moment donné, t'en as 2, mais la plupart du temps, tu as 1 ou 2 likes. Ça fait 1 an que tu fais la même affaire. Ça, c'est de l'acharnement. Okay. Donc, c'est la même chose en affaires. Si tu vois que tu n'avances pas, tu sais, si tu n'as pas de nouveaux clients, si tu vois que c'est juste tes clients actuels qui t'encouragent,
Pose-toi une question. Même à t'encourager. Si tu entends le mot encourager, commence à te pousser, tu t'en vas dans l'acharnement, là. Moi, dès que les gens me disent, j'aime essayer tes produits, m'a t'encourager. Non, ça m'encouragera pas. Tu vas me choisir. Et j'insiste, puis je corrige le monde, j'ai pas de misère. Mais l'acharnement, regarde, je vais te donner l'exemple. Bon, je travaille sur ma chaîne YouTube depuis 2 ans. Je travaille sur ma page Facebook depuis 10 ans. Donc, depuis 10 ans, je suis actif. À tous les jours, j'écris quelque chose. Là, des fois, même c'est 5, 6, 7 fois, 10 fois par jour, même sur Facebook. J'ai commencé en 2012, on est en 2022. Et j'ai 138 000 personnes. Bon, il y a des revenus qui viennent aussi des vidéos que je fais. Et maintenant, je peux dire que c'est payant. La page Facebook est bonne pour mon entreprise, puis elle est bonne pour moi pour mes revenus. J'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 2 ans. J'ai 15 000 personnes et je suis dans la persévérance parce que je suis là tous les jours, 7 jours par semaine, en train de faire du contenu. C'est long. J'ai juste 15 000 avant que je devienne à 100 000 puis être capable, mettons, d'en vivre comme un YouTuber. J'aimerais ça, sincèrement, avoir 50 000 personnes, avoir 10 000 personnes qui viennent écouter mon bulletin le matin. Mais les grandes chaînes de télévision n'ont même pas ça. Donc, à un moment donné, il faut que je sois réaliste. Ouais. Mais je suis dans la persévérance parce que j'ai de plus en plus d'abonnés à chaque semaine. J'ai de plus en plus d'écoutes à chaque semaine. Ben, je fais du contenu qui les amène. Donc, tu vois, ça, c'est de la persévérance. Instagram, pour moi, j'étais dans l'acharnement. Je suis sur Instagram, je partage des stories, mais je fais pas grand-chose parce que j'ai de la misère à lever. Versus ton TikTok. Moi, TikTok, il lève, donc je mets mon emphase sur TikTok parce que, tu vois, à un moment donné, tu es obligé d'abandonner parce que là, tu dis l'effort que je dois mettre pour développer ce réseau-là est tellement énorme que ça vaut pas la peine. Donc, pour moi, c'est comme ça que je peux. Puis après ça, tu le remets dans ton entreprise. Donc, si tu n'as pas de nouveaux clients, il y a des bonnes chances que tu sois dans l'acharnement. Ouais. Je trouve que c'est une question intéressante parce que il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast à la maison, puis la plupart ont des jobs, mais la mentalité puis l'idée de commencer un projet par les fins de semaine, par les week-ends, je trouve que ça a beaucoup de potentiel, puis ça aide beaucoup de gens, amener un 10, 15, 20 000 $ de plus en revenus. Oui. Je lisais encore une fois ton livre, puis la façon que Aeva a parti, c'est toi qui as écrit les lignes de code du premier logiciel et tout. Oui. C'est hyper scrappy quand tu commences. Ça a l'air avec du recul super bien réfléchi. Puis OK, c'était un gros projet visionnaire. Puis François Lambert, ça fait 10 ans qu'il crée ça. Mais est-ce que dans ton cas, c'était un plan prévu ou souvent les gens, j'ai l'impression qu'avant qu'ils commencent, ils se disent OK, j'ai besoin d'avoir un plan 5 ans, 10 ans, je m'en vais où avec ça? Mais en réalité, tu peux juste commencer à nager puis figure it out. Est-ce que c'est ça un peu que j'ai pas de plan. Ouais. Encore aujourd'hui, là, on est quand même assez gros comme entreprise après 4 ans, l'entreprise que j'ai. Je n'ai pas de plan. Tu sais, moi, le plan, là, j'ai est-ce que je vais faire ma fin de mois? Tu sais, comme tout le monde, c'est une start-up il y a 4 ans, là. Donc, première étape, est-ce que je suis capable de payer mes bills? Est-ce que je suis capable de prendre de la croissance encore en achetant de l'équipement? Si la réponse est oui, je t'en avance. J'avance. Maintenant, le monde me demande, c'est quoi tes plans dans 10 ans? Oui, j'aimerais ça avoir un chiffre d'affaires de 100 millions. Mais maintenant... 100 millions? Ben, je pense que ce serait... Je regarde la progression. Si je me dis... À force que le mot passe, que je développe, on développe de plus en plus dans des grandes bannières. Fait qu'à un moment donné, ça me prend un gros contrat dans l'Ouest canadien qu'on n'a pas encore, un contrat aux États-Unis. On exporte déjà vers la France, on exporte vers la Corée du Sud. Fait qu'à un moment donné, c'est possible. Est-ce que ça va demander du travail? Ça va demander du travail, mais je suis pas à 10 000 $ de vente non plus. Là. Je suis pas en train de rêver de quelque chose qui est inaccessible. C'est accessible. Avec les produits qu'on a, c'est juste là maintenant de le faire connaître. Vas-y. Mais en fait, moi, c'était... On a commencé le podcast très rapidement. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne te connaissent pas forcément parce qu'on est rendu maintenant en France, etc. Des gens qui nous écoutent. Si tu pouvais te présenter... Hein? Grâce à l'accent. Ouais, c'est ça. C'est à cause de moi. Si tu pouvais te présenter... rapidement ce que tu as fait, tes accomplissements, même tes erreurs, puis ton parcours, ça pourrait être, même si pas mal tout le monde le connaît, je suppose, mais juste pour ceux qui le connaissent pas. Non, mais écoute, moi, je suis un gars qui vient d'une ferme. Mon père élevait des moutons. Mon père était l'ancêtre, dans le fond, des fournisseurs des Dollarama. Donc, je sais pas s'il y en a en France. Non. Il n'y a pas de ça du tout. Dollarama? Ouais, l'équivalent de... Ouais, il y a des petits magasins, pas vraiment. Ben, en tout cas, quand j'étais jeune, c'était pas à $1, c'était des 5, 10, 15 cents, 10 cents. Donc, c'était pas beaucoup. Mais c'était pas ça son rêve. D'accord. Ça, il avait hérité de ça de son père. On vivait bien, là. Je me souviens, là, on repassait de l'argent quand j'étais jeune. Oh, ouais. Mais mon père faisait, le monde payait cash, il n'y a pas de carte de crédit, il n'y avait rien. Fait que le monde payait cash, puis mon père, avant de déposer sa banque, on le repassait dans une machine, là, pour que ça ne soit pas un tapon.
Il a tout lâché ça pour suivre sa passion qui était d'avoir des moutons. C'était ça qu'il voulait faire depuis qu'il était jeune et on était élevé des moutons. Donc, j'ai été élevé sur une ferme. Mais on n'était pas riches. Mais vraiment, on est parti de riches à pauvres. Mais c'est ça, suivre sa passion. Et c'est pour ça que je le dis dans mon livre, souvent, suivre sa passion, c'est pas toujours payant. T'es mieux de suivre ta raison et d'en faire une passion par la suite. Si tu pars avec ta passion, mon père, c'était d'élever des moutons, mais il était pas le meilleur gestionnaire. Tu sais, donc, je suis été élevé là-dedans, mais moi, je voulais pas être pompier, je voulais pas être policier, je voulais pas être j'ai déjà rêvé de jouer au volleyball en Europe. J'ai été assez bon pour penser, mais pas de connexion pour me rendre là. Donc, il me restait quelque chose, c'est d'être entrepreneur. Moi, j'ai pas de talent. Tu sais, il y en a qui ont des talents, mais tu sais, il y en a qui vont marcher ses mains, il y en a qui... Moi, je suis pas bon dans rien. Tu sais, je dis pas ça de façon péjorative, puis loser, puis je suis dans mon coin en train de pleurer, mais sachant mes limites, ben, je deviens persévérant. Donc, je viens d'une ferme et je sais maintenant, OK, si je veux faire ça, ben, je dois travailler. Hein? 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight success. Là. Donc, je viens de là, mais je sais que faut que j'aille à l'école. Je sais pas dans quoi je vais me lancer. Je ne sais pas du tout. Je sais que je vais me lancer en affaires. Et pour me lancer en affaires, la chose, dans n'importe quoi, si on veut réussir, si t'en parles beaucoup, à un moment donné, t'es obligé de le faire. Hein? Et moi, je commençais à 33 ans, là, quand j'étais pas toujours en affaires. J'avais un bac en finance, j'ai travaillé un peu partout, je gagnais bien ma vie. Sincèrement, je gagnais très, très bien ma vie. Mais il me manquait l'étincelle parce que je suis un bâtisseur. J'aime bâtir des entreprises. Moi, les opérer, là, je vais la monter, l'entreprise. Un coup qu'elle roule, me présenter pour juste gérer la même problématique, les mêmes solutions, c'est pas pour moi. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait. Moi, j'ai besoin de bâtir. Donc, je me lance en affaires à 33 ans. On lance un voice portal, la voix pour aller sur le net. Ça marche pas. Surveille d'abord, qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait de la consultation dans le domaine des centres d'appel. Puis, j'amène le centre d'appel parce que c'est spécial. Parce que personne pense se lancer en affaires dans le domaine du centre d'appel. Il n'y a personne qui a une passion pour le centre d'appel. Personne aime appeler dans un centre d'appel. Ça n'existe pas que quelqu'un appelle puis dise « Ouais, j'ai changé de poste hier, puis ça a super bien été. » Je voulais te le dire. Non, on appelle pour des problèmes, donc ça prend des agents. Mais moi, toute ma vie, sans m'en rendre compte, parce que souvent, quand on veut se lancer en affaires, la solution là est dans notre face, on la voit pas. Moi, j'ai travaillé comme étudiant. Je faisais du télémarketing pour un journal à Ottawa. J'avais oublié ça, moi, dans mon affaire. Après ça, j'ai travaillé dans le domaine des centres d'appel au point de vue architecture. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un poste, on m'a demandé. J'étais gestionnaire de projet et j'ai développé une expertise là-dedans. Mais encore là, je pensais jamais me lancer dans le centre d'appel. Moi, j'étais un gars techno. Donc, moi, si tu me demandes d'installer un centre d'appel, c'est de la technologie. Tu me demandes d'installer un concessionnaire de vidéo, c'est la même affaire pour moi, là. Pas de différence. Mais là, à un moment donné, on veut se lancer dans la reconnaissance de la parole, ça marche pas. Je retourne faire de l'architecture de centre d'appel. Et là, on entend 2 ans après, donc on se lance en affaires, ça marche pas pendant les 6 premiers mois, 2 ans à travailler dans l'ombre comme consultant. C'était payant, là. C'était 1 500 $ par jour, jusqu'à 2 000 qu'on pouvait facturer. Donc, techniquement, quelqu'un n'a bien assez pour vivre, là. Ouais. Mais c'était pas ça. J'étais malheureux. Puis je me disais, Colin, faut que je me multiplie. Et à un moment donné, il y a eu une opportunité de centre d'appel. On a sauté littéralement sur l'opportunité avec 0 expérience. Comment gérer? Nous, on est habitués d'installer de la technologie. Comment gérer? Comment les KPI, là, le calls per hour, average handling time, moi, je regardais ça devant le client, j'ai dit, qu'est-ce que je comprends rien? On s'est lancé dedans, on l'a appris sur le tas. Et 3 mois après, l'entreprise avait 178 employés et on l'a vendu 8 ans plus tard avec 2600 employés. Donc, c'est une entreprise qu'on a partie de 0.